Le prochain intervenant qui va venir, c'est Gilles Grimm. Alors Gilles Grimm, donc un sacré personnage, je suppose que vous le connaissez tous, Gilles Grimm. Moi, ce que j'ai bien aimé, donc Gilles Grimm, je l'ai rencontré plusieurs fois, j'ai fait énormément d'interviews avec lui, j'ai appris beaucoup à ses côtés. Mais en fait, j'ai pas forcément, j'en retiens pas forcément les chiffres chez Gilles Grimm. Une centaine d'appartements, une dizaine de millions d'euros de capital, c'est très bien, mais moi j'en retiens autre chose. Encore une fois, j'en retiens surtout son état d'esprit et l'attitude qu'il a eue. Gilles Grimm, pour m'être entretenu plus d'une fois avec lui, il a commencé l'immobilier très tardivement. Il a commencé l'immobilier à 34 ans. Pour la petite histoire, Gilles Grimm était pompier de Paris. Il a fait carrière chez les pompiers de Paris. Il a fait 16 ans chez les pompiers de Paris. Et donc, il n'a jamais excédé les 1 500 € par mois. Et sa carrière s'est terminée. Et la reconversion, il a dû se reconvertir dans autre chose. Et il a été nommé directeur, il vous le rappellera peut-être, directeur de la sécurité à l'Arche de la Défense, avec un très bon salaire. Il gagnait plus de 4 000 €. Voilà, donc super reconversion, tout était trouvé, sa voie était tracée. Sauf qu'il a identifié quelque chose, Gilles. C'est qu'il y avait un projet qui était en train de naître au fond de lui, un projet immobilier, et ce projet immobilier, il ne pouvait pas le mettre en place. Parce qu'il avait d'énormes responsabilités et il travaillait presque 7 jours sur 7. Et là où il a identifié justement le pour, le contre, c'est pour pouvoir mettre en place son projet, il lui fallait du temps. Et ce temps, il ne l'avait pas. Donc en fait, il a démissionné de son travail pour devenir gardien de parking. Il est passé de 4 000 € à 1 700 € par mois. Sauf qu'il travaillait 48 heures d'affilée et il avait 5 jours de repos. Voilà l'attitude, l'état d'esprit qu'il a eu pour se constituer, pour mettre en place son empire. Ensuite, voilà, Gilles, c'est un travailleur, c'est un bosseur, c'est un bulldog. Il lâche pas le morceau. Voilà, il a identifié, il a été plus loin, Gilles. Gilles, il va vraiment très très loin. Il a identifié la première librairie qui ouvrait dans Paris. Il avait identifié que c'était la librairie du Sentier, qui ouvrait, je crois, à 5h45 ou 6h du matin. Donc lui, tous les matins, à 6h, il y était. Il attendait, il était devant la grille. Il arrivait même avant la personne qui ouvrait sa propre boutique. Il voyait les journaux arriver avec les ficelles et compagnie. Donc il était le premier à acheter le PAP, à acheter Pro Appart, à acheter le Figaro. Et à 7h, voilà, il faisait avec les moyens de son époque. Il avait un cahier, avec son cahier d'écolier, un stabilo, une paire de ciseaux, un ciseau. Donc il achetait, une fois qu'il avait acheté les magazines, il allait en face, il allait boire son petit café, il allait consulter les magazines. Et avec son petit cahier d'écolier, c'est sa paire de ciseaux, il découpait les annonces. Et il collait toutes les annonces qui lui plaisaient. Et à 7h pétantes, il appelait tous les propriétaires où il avait repéré les appartements qu'il voulait. Et à 8h, 7h45, il allait les voir. Et à 7h45, il faisait déjà une première visite du bien. En un quart d'heure, à 8h, il disait oui ou non. Mais la personne qui achète le journal à 8h, qui voit la bonne affaire à 8h, Gilles, il avait déjà signé. Donc voilà, Gilles a commencé, il n'avait aucune connaissance dans l'immobilier, il n'avait rien du tout. Il avait un savoir-faire, il avait une attitude, un état d'esprit. Et encore une fois, c'est ce qui lui a permis de constituer l'empire qu'il a aujourd'hui. Voilà, Gilles, c'est à toi, si tu peux nous rejoindre. Donc, je te laisse la parole, Gilles. Je t'ai présenté déjà. Ouais, c'est sympa. Tout ça, je suis qui doit le faire. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler d'un mode spécial de la prospection. La prospection, qui a déjà acheté ici de l'immobilier? Levez la main. Énorme. Je préférerais donc poser une autre question. Qui n'a pas acheté? Pas énorme. Donc, vous êtes tous passés par la phase prospection et recherche. La phase prospection et recherche, c'est un état d'esprit. Prospecter, c'est un peu jouer, mais prospecter, c'est avancer vers un but et un objectif, celui de trouver des biens à vendre pour les acheter. Alors, cet état d'esprit est important. J'ai pris un petit pense-bête juste pour donc me souvenir de tout. Eh oui. Voilà, j'ai mis 10 ou 15 mots choc qu'il faut que vous gardiez en mémoire à chaque fois, car
au cours de vos investissements, vous avez vu, vous avez des moments où vous vous posez des questions. Est-ce que oui, ça va marcher? Est-ce que je vais avoir mon prêt? Des moments, il n'y a plus de banque, je ne sais plus où aller investir, je ne sais plus quoi trouver. Il y a des moments, vous perdez un peu pied, vous perdez espoir, ça vous est arrivé, je présume. Vous posez des questions. Il n'y a pas de problème, en fait, il n'y a que des solutions. Donc, il faut adapter les solutions. Et moi, j'ai trouvé quelques points forts, dont je dis état d'esprit, motivation, détermination, volonté, ténacité, stratégie, discipline, patience, endurance, pertinence, principe, valeur, constance, mobilité, technique, tactique, décision. Je ne vais pas reprendre tous ces mots les uns après les autres pour vous expliquer, mais vous avez tous compris pour l'avoir vécu que la première règle pour trouver des biens, c'est être libre. Eh oui, il faut quand même aller se déplacer pour les visiter. Il faut être libre. C'est pour ça que tu disais tout à l'heure que j'ai tout quitté. En effet, j'étais à une certaine époque le directeur de la Grande Arche de la Défense. J'ai organisé le sommet européen des 7 nations industrialisées 2 fois de suite. J'avais 256 hommes sous mes ordres. J'avais à l'époque même des hélicoptères, les missiles et tout de l'armée, parce que je travaillais conjointement avec la police, l'armée, les pompiers de Paris, etc., pour assurer la sécurité de tous les présidents qui venaient. Et je n'ai pas hésité à un certain moment de dire « stop, lettre de démission, et je vais gagner 1 300 € par mois pour être libre ». J'étais tellement sûr de moi dans l'immobilier, j'étais tellement sûr de pouvoir réussir qu'il me manquait une seule chose, la liberté. Donc j'ai pris cette liberté et en avant. Et en avant pour la prospection. Alors ça, la prospection, c'est sympa, parce que c'est la chasse au trésor, parce que la prospection, quand vous le faites vous-même, vous pouvez déterminer là où vous allez acheter, déterminer le secteur, l'étage, si vous voulez une terrasse ou pas, etc. C'est à vous de jouer, c'est à vous d'aller sur place et de chercher et de trouver. Alors, comment faire une prospection réussie et rapide? Premièrement, prospection visuelle, prospection dans la rue. Vous allez déterminer l'endroit où vous voulez acheter. Moi, j'ai toujours dit une chose lors d'une émission télé. Il y avait Emmanuel Chin là, qui me demandait, je pense ceux qui l'ont connu, c'était le patron de Capital, qui me dit « Mais comment vous faites pour trouver un bien quoi? On ne comprend pas, vous allez vite, etc. » Parce que j'en avais... Je lui ai dit « Écoutez, laissez-moi 30 minutes dans une rue et je vous ramène un bien à vendre. » Voilà. Et ça, je peux le faire, sans problème. La prospection, c'est important. Il faut savoir que j'ai acheté au total plus de 500 appartements, des dizaines d'immeubles, et comme j'avais des agences immobilières, j'ai fait faire des affaires à plein de personnes, je leur ai fait acheter encore 500 de plus, à d'autres. J'ai tous visité moi-même. Pour ce faire, j'ai visité plus de 10 000 immeubles. Vous imaginez 10 000. J'ai monté plus de 50 000 étages, plus d'1 million d'escaliers. C'est pour ça que je suis en forme. Ben oui. Tous les jours, il y en a qui font du sport, moi tous les jours, je monte des marches, voilà, des escaliers. Et j'ai fait plus de 300 000 kilomètres, rien que dans Paris, pour visiter tout ça. Vous imaginez? Donc, prospecter dans la rue, c'est quoi? Eh bien, écoutez, c'est de faire tous les magasins, pour commencer. Il y a des petites affiches, quelquefois, dans les magasins. Chez le boulanger, allez voir le coiffeur, allez discuter avec lui. Est-ce que vous ne savez pas s'il y a un appartement à vendre dans le coin ou un studio? Il est au courant de tout les ragots du quartier. Allez au Franprix, au Monoprix, à Auchan, vous avez des tableaux d'affichage, c'est marqué « Je vends ma moto, je vends mon scooter, je cherche une bonne », et puis il y a marqué « Je vends mon appartement ». De temps en temps. Aussi, c'est aller voir tous les concierges d'immeubles, sans exception. Les concierges, c'est une communauté. Ils font tous partie de la même association, ils se remplacent les uns les autres, donc ils connaissent qu'est-ce qu'il y a à vendre dans le quartier, ceux qui déménagent. Ces concierges sont une source importante de renseignements. Il faut également regarder les fenêtres. Fenêtres cassées, volets délabrés, égale appartement abandonné. Comme je l'expliquais dernièrement, chose drôle, mais vérifier, parce que j'ai reçu un message, une personne m'a dit « J'ai fait ce que vous m'avez dit » et j'ai trouvé les pigeons. Eh oui, les pigeons sur les bords de fenêtres qui viennent plusieurs fois, c'est que l'appartement est vide. Le pigeon déteste être embêté.
Donc le pigeon, lui, il se met où il n'y a personne. D'ailleurs, une petite anecdote concernant le pigeon qui m'est personnelle. J'aime pas trop parler de moi, mais là je vais le faire. Figurez-vous que j'ai trouvé ma résidence principale comme ça, c'est quand même 250 mètres carrés en plein Paris, que je payais 360 000 €, donc 2 fois rien, parce qu'il y avait des pigeons dedans, quoi. Devant. Chaque fois que je passais, je voyais les pigeons. Au bout de quelques mois, je me suis dit, les pigeons, je le dis à tout le monde, parce que j'avais une agence à l'époque, je disais aux gars, regardez les pigeons, et je ne le faisais pas moi-même. Je dis, là, je vais le faire moi-même, quand j'y vais. J'ai été au cadastre, j'ai chopé le nom du gars qui était propriétaire, j'ai réussi donc à lui téléphoner, je l'ai eu, je lui ai dit, je suis acheteur, je suis du quartier, je connais bien, c'est invendable, il y a des pigeons partout, tout est cassé, patati, je l'ai visité, banco, je l'ai acheté, puis voilà, quoi. Grâce aux pigeons. En fait, parce que j'ai osé y aller. Bon, vous voyez, ça, ce sont des modes de prospection drôles, mais j'ai vu tout à l'heure que quand j'ai posé la question, avez-vous investi? Beaucoup ont levé la main. Eh bien, vous allez déjà vous servir de vos propres investissements pour en trouver d'autres. Comment? C'est hyper facile. Vous faites partie d'un syndic de copropriété, il y a des impayés. Qui a des impayés dans ces appartements? Des autres propriétaires qui ne payent pas leurs charges. Vous le voyez bien avec les... Oui, il y en a. Il y a des impayés. Vous avez le nom des propriétaires qui ne payent pas, il suffit de les contacter, grâce au syndic, de leur téléphoner et leur dire, ben tiens, il faut le faire à l'envers, hein, parce qu'il y a également le mode de prospection, mais c'est déjà de la négociation, là. Leur dire, moi, je peux payer vos dettes. Naturellement, vous pouvez payer leurs dettes si vous êtes propriétaire de leur appartement. Eh oui. Donc, on dit, je peux payer vos dettes, je m'y engage, je vous achète votre appartement, on définit le prix ensemble, et je paye vos dettes, c'est fini. Eh bien, croyez-moi qu'une fois sur 5, ça fonctionne. Ça, c'est facile, vous l'avez devant vous, vous êtes propriétaire d'appartement, il suffit d'aller à la recherche de votre propre immeuble. Nous allons maintenant parler de modes de prospection complètement différents. Vous en avez plein, des modes de prospection. Moi, j'ai formé des équipes pour la prospection, donc j'ai mis au point des modes de prospection qui sont simples et efficaces. La première chose, comme je vous l'ai dit, outre la prospection visuelle, vous allez voir, il y en a d'autres. Vous pouvez aller prendre contact avec votre conseiller de la Poste et voir avec lui combien de flyers il peut mettre dans les boîtes aux lettres. Car, vous avez remarqué, vous recevez des pubs, le plombier, l'électricité, etc. Eh bien, ils font comme vous allez faire. Vous allez voir à la Poste, ça vous coûte 300 € et on vous distribue 15 000 petits papiers dans les boîtes aux lettres. Alors, genre, personne sérieuse, recherche studio dans votre immeuble, vous ciblez en faisant comme ça, en mettant cette phrase. Paiement comptant chez notaire. Alors, paiement comptant chez notaire, ça ne veut rien dire. Ça ne veut surtout pas dire que vous allez payer cash. Non, non. Ça veut dire que vous paierez pour être propriétaire. Que vous preniez un emprunt ou pas, le paiement, il sera fait comptant, d'une manière comme d'une autre. C'est juste une phrase un peu magique pour déterminer un indécis qui dit, tiens, celui-là, il est sérieux, il paye comptant, je vais lui téléphoner. Quel est le retour sur investissement de ce type de méthode de prospection? Le retour, il est en moyenne de 2%. C'est-à-dire que chaque fois que vous mettrez 100 petits papiers dans les boîtes aux lettres, il y en a 2 qui vous téléphoneront. Déjà. Donc c'est intéressant, sur 10 000, ça fait beaucoup. Donc après, il va falloir aller visiter. Ça, c'est un premier mode, par exemple, de prospection. Vous avez un deuxième mode que personne ne fait. Et pourquoi pas? Vos petits flyers que vous faites faire, pourquoi vous n'allez pas les mettre dans tout le quartier sur les pare-brises des voitures? Partout. Terminé. La nuit, les voitures, elles sont garées, elles ne bougent pas. Hop, vous mettez les petits papiers. Là, le retour sur les voitures est d'1%, beaucoup moindre, parce que le premier réflexe, c'est de prendre le papier, de le déchirer et de le mettre dans le caniveau. Mais celui qui lit, par contre, il le met dans sa voiture et peut-être qu'il téléphonera ensuite. Ça, c'est encore une autre méthode de prospection. Ensuite, vous avez les prospections par les agences immobilières. Alors moi, ce que je me suis amusé à faire, comme je suis un chasseur et que j'aime ça,
J'allais voir les agences immobilières et tenez-vous bien, est-ce qu'il y a des agents immobiliers ici? Il y en a deux qui vont m'en vouloir. À force de visiter, on commence à connaître son propre quartier, le propre secteur. Eux, ils mettent des photos. Je détermine par la photo quel est l'immeuble. Et moi, j'y vais, tout seul, sans agence. Et je vais prospecter à mon tour une deuxième fois, en tant que particulier ce coup-là, pour acheter le bien immobilier que l'agence a déjà prospecté. Il faut savoir que pour les agences immobilières ont de bonnes techniques de prospection également. Il y a des groupes comme La Forêt, Century 21, dans lesquels il y a des classes, il y a des cours qui sont donnés, c'est sérieux, et vous pouvez trouver de très bons produits avec les agences immobilières. Mais, attention, il y a des règles à savoir. Quand on est agent immobilier, il y a une loi qui dit le mandat rend le bon de visite obligatoire. Je vais vous poser une question. Là, ici, vous êtes une centaine. 90% ont acheté. Quel est l'agent immobilier qui vous a déjà demandé votre pièce d'identité avant d'aller visiter pour vérifier que c'est bien vous, votre nom, etc. Levez la main. Un seul. Première faute de l'agent immobilier. Tant pis, ça se paye. Vous m'excuserez, les gars. Le mandat rend le bon de visite obligatoire. Sur le bon de visite doit figurer le nom de la personne qui visite, l'adresse du bien, le prix et l'heure à laquelle vous l'avez visité, ainsi que le nom du négociateur et sa fonction au sein de l'agence. 6 éléments. S'il en manque un, le bon de visite n'est pas valable. On ne peut pas vous dire « ouais, vous avez visité grâce à moi ». Vous pouvez y retourner tout seul, par exemple. Voilà ce que je voulais dire pour les agents immobiliers. Ça veut dire que de temps en temps, si le gars n'a pas été sympa, vous pouvez également le squeezer. Il vous a déjà demandé à l'adresse, vous avez déjà visité le bien. Lui, il a pris 7-8 000 euros de commission. Vous pouvez aller sur place et rediscuter avec le propriétaire, étant donné qu'il a pris aucun renseignement sur vous. Vous pouvez y retourner. Ce n'est pas très sympa, je sais, ce n'est pas très déontologique, mais ça fait partie aussi d'un mode de prospection que je me devais de vous dire. Voilà. Eh oui. À ce sujet-là, je vais vous raconter une petite anecdote qui n'est pas sympa non plus, parce qu'il n'y en aura que deux pas sympas pour vous, les agents immobiliers, celle-là, et puis celle que j'ai faite une fois. J'en parlais tout à l'heure, justement. Eh bien, écoutez, figurez-vous qu'une fois, il y a à peu près 15-20 ans, j'ai trouvé un appartement place de la République. Il était donc, comme d'habitude, 6h45 du matin pour la petite annonce, sur un journal de particulier. Et à 8h, j'étais sur place, car il y avait marqué « Rendez-vous à 8h30, 9h, rendez-vous donc à 9h du matin pour la visite ». Genre studio 16 mètres carrés, 12 000 euros, place de la République. Ouf. Je me suis dit, celui-là, je le visite pas, de toute façon, je l'achète quoi qu'il arrive, quoi. Alors, voilà. Eh oui. Donc, j'arrive devant l'immeuble, horreur, 80 personnes, jusque dans la rue, jusqu'en haut. Oh là là, je prends mes clés à la main, je les fais tourner, pardon messieurs, dames, pardon messieurs, et je monte tous les escaliers devant tout le monde. Les mecs... Vous savez où le propriétaire? Oui, c'est pour la visite. Oui. J'arrive en haut et je dis, messieurs, dames, je suis vraiment désolé, l'appartement a été vendu hier à 11h. Certains me répliquent, vous auriez pu nous appeler. Je leur dis, oui, mais 11h du soir, je ne dérange personne. J'en suis vraiment désolé. On ne peut pas le visiter quand même? Je dis, monsieur, il est vendu. Tout le monde s'en va en râlant. Je redescends, je croise un mec qui me fait « Vous venez pour la visite ?» Je dis « Oui, c'est moi le propriétaire. » Il me fait, je dis « Bien. » On monte ensemble, il ouvre la porte. Oh, je me dis, il y en a d'autres qui vont arriver, il faut faire vite. Je regarde, je dis « Oh ouais, de toute façon, c'est ce que je cherche. » Vite fait, je ne reste même pas 25 secondes. Je sors le chéquier, j'avais fait le chèque d'avance signé au nom de mon notaire, 8 000 euros. 1200 euros à l'époque. Il était déjà fait, le chèque. Je dis, voilà monsieur, l'offre d'achat est faite, donnez-moi votre nom. Je mets son nom, j'ai l'honneur de vous faire une offre d'achat à votre prix.
Si je veux un chèque de 1 200 €, 10% de la somme, au nom de mon notaire, pensez bien, je ne vais pas prendre de risque, je ne vais pas le faire à son nom. Et puis voilà, on est reparti. Je lui dis maintenant, je vous invite à boire un café pour éviter de discuter avec qui monterait dans l'escalier, je ne sais pas. En me disant, c'est la première fois de ma vie que je faisais ça, comme ça. Je me dis, c'est un test, quoi. Et donc, voilà. Encore un autre mode de prospection un peu marrant, pas très déontologique, soit, mais j'ai gagné quand même 80 000 € dans l'affaire. À 80 000 €, la déontologie, à ce moment-là, j'ai un peu hésité, on va dire. Voilà. Oui, parce que 80 000 €, quand vous y réfléchissez, c'est quand même quelqu'un qui travaille pendant 7 ans sans arrêt, payé au SMIC, c'est beaucoup d'argent. Donc, voilà. Alors ça, c'est encore un autre mode de prospection. Je vais un tout petit peu arrêter. Est-ce qu'il y en a qui ont quelques questions à poser en attendant? Sur le bon de visite, oui. Vous devez avoir le nom de la personne qui visite, vous-même, votre adresse où vous habitez ainsi que votre téléphone, le nom de l'agent immobilier qui vous fait visiter ainsi que sa fonction au sein de l'agence, négociateur, VRP, directeur, stagiaire, l'adresse de l'appartement, le numéro de mandat et l'heure à laquelle vous visitez et le prix, noir sur blanc. Le prix en chiffres et en lettres. Et oui. Attendez, monsieur. Bon, déjà, moi, félicitations, je suis un grand fan de votre parcours. Et je dis toujours à la fin de vos vidéos que si c'était à refaire aujourd'hui, vous le feriez. Mais avec ma petite expérience, je n'ose pas vous contredire, mais je pense que ça serait moins possible parce que, comme vous dites, aujourd'hui, le studio à Paris, il vaut 170 000 €. Et même si on a un taux à 1,50, vous connaissez la règle des 70-30, on n'y arrive pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis venu vous parler de la prospection, pour pouvoir les trouver un peu moins chers. Où, comment, quand, je n'ai pas fini. Vous anticipez mon discours. Je vais vous donner réponse à tout ça après. Mademoiselle. Oui, c'est vous qui choisissez votre endroit, pour l'instant. Voilà. Ben, vous faites pareil. Ben non, vous y allez, puis voilà, quoi. Ben oui. Madame. Ah, quand vous avez un propriétaire qui est absent, vous ne savez pas qui, eh bien écoutez, l'administration fiscale, au cadastre, les impôts, sont obligés, de par leur statut, de donner tous les éléments aux Français qui le désirent concernant les titres de propriété, les prix d'achat, vous avez bien entendu, ainsi que le nom de la personne qui a acheté l'appartement. Il suffit d'y aller, de leur dire à quel étage il est, exactement, ils doivent vous sortir la fiche, ça vous coûte 12 €. Et ça prend à peu près une semaine à 10 jours. Mais vous vous retrouvez non seulement avec le propriétaire et son adresse, mais en plus avec le prix qu'il a acheté le bien. Vous imaginez la marge que vous avez en négociation quand vous allez vouloir lui acheter. Vous savez combien il l'a payé? Facile. Alors, les autres modes de prospection. Vous en avez d'autres qui sont complètement différents. Vous avez les administrateurs de biens, les syndics d'immeubles, qui ont des appartements. Vous avez également les CPI. Les CPI ont un temps de vie et quelquefois les sociétés vendent des appartements. Vous avez également les administrateurs judiciaires. Qui y pense aux administrateurs judiciaires? Aux gens qui ont des problèmes, qui ont fait faillite, il faut vendre leur appartement rapidement. L'administrateur judiciaire, lui, ce qui lui importe, c'est d'effectuer sa mission et de la terminer. Donc il n'est pas à 10 ou 20 000 € près. Du moment qu'il y a un acheteur en face, il vend. C'est comme ça que ça se passe. Donc il faut faire un listing par Internet de tous les administrateurs judiciaires que vous avez dans votre région et les contacter les uns après les autres en demandant s'ils n'ont pas quelque chose à vendre dans lesquels vous serez susceptible d'acheter en donnant une réponse très rapide. Par exemple, encore une autre technique qui est peu usitée. Vous avez les ventes aux enchères, si vous voulez également, palais de justice ou vente des notaires. Beaucoup plus complexe comme technique, mais possible. Et en fait, aussi dans la prospection, il y a des dates à respecter. Si vous faites ça le 25 décembre, ça ne va pas marcher.
Si vous prospectez au mois de juin et au mois d'octobre, c'est beaucoup plus facile. Parce qu'au mois d'octobre, c'est tous les appartements qui n'ont pas été vendus pour cause de scolarité. Vous savez que quand on achète un appartement, il vaut mieux s'y prendre bien avant septembre parce que les enfants vont à l'école et il faut les inscrire. Moi, dans mon cas de figure, ce n'était pas trop mon cas parce que j'achetais que des studios. Alors, ceux qui vivent dans les studios, c'est souvent les enfants en question, alors, donc les étudiants. Voilà. Donc ça, c'est encore un autre mode de prospection. Les syndics d'immeubles, très important. Ils ont des sources précieuses de renseignements. Dans le mode de prospection, vous avez également les marchands de biens. Quel est le travail d'un marchand de biens? Le travail d'un marchand de biens, c'est d'acheter des lots complets d'appartements, un immeuble entier, de faire un règlement de copropriété, de le découper, de le réaménager. Ce que vous faites vous, mais au lieu de le louer, eux, ils le vendent. Voilà. Et la technique du marchand de biens est la suivante. On vend ces biens immobiliers pour faire du bénéfice. À un certain moment et à un certain niveau de vente, c'est-à-dire qu'il ne faut pas aller voir le marchand de biens quand il est au début de sa commercialisation, il faut aller le voir quand il est à la fin. Donc il faut parler de sa commercialisation, car à partir de ce moment-là, il a déjà fait son bénéfice, et donc il ne va pas vous le donner, naturellement, mais il pourra vous le vendre bien moins cher si vous lui faites une offre qui est raisonnable avec les éléments qui vont avec votre offre, c'est-à-dire, bon, il a peut-être un peu cher, vous me vendez un rez-de-chaussée, etc., ça aurait été un 6e étage, j'étais d'accord pour ce prix-là, vous comprenez. En plus, il n'y a pas de cave en dessous, quoi. Il y a beaucoup d'éléments à donner pour une négociation auprès d'un marchand de biens qui a déjà fait son bénéfice. Les marchands de biens, vous les trouvez où? Eh bien, dans l'annuaire, tout simplement. Donc, il faut faire marchand de biens dans l'annuaire. Vous avez tous entendu parler des sociétés civiles immobilières, sociétés d'investissement immobilier, dit SCPI. Dans des SCPI, alors là, il y en a des centaines, vous avez des statuts. Dans les statuts, il est défini combien de temps on doit garder les biens immobiliers. Ben voilà, il suffit de vous renseigner gentiment, dire que vous voulez acheter des SCPI, demander quelles sont les adresses des immeubles, on vous donne tout le listing complet, et demander les statuts pour voir à quelle période ils vont commencer à vendre quelques biens. Et là, vous vous alignez. On va couper un petit peu. Est-ce qu'il y a quelques questions? L'intervention n'est pas finie encore de Gilles. Je vais en train de faire une petite parenthèse par rapport à son intervention. On va faire intervenir un de tes élèves. C'était pas prévu. Steven, si tu peux venir. Steve arrive. Alors attends, je vais te reprendre le truc, je vais tout expliquer. Steve, je l'ai connu il y a quelques temps, un hasard. Il va vous expliquer sa vie. Il m'a pris comme modèle. Mais celui-là, le Steve, il est incroyable. Vous allez voir pourquoi. Bonjour à tous. Donc voilà, moi j'ai vu l'émission de Gilles sur Capital il y a une quinzaine d'années. C'était ça, hein? Ouais. T'as quel âge aujourd'hui, Steve? 28 ans. 28 ans. Donc j'ai vu son émission. Je me suis tout de suite inspiré. J'ai vu avec la Rolls-Royce. Vous l'avez peut-être pas vu l'émission encore. C'est pas celle de Enquête exclusive, c'est une autre. Ouais. C'était Sur Capital, il y a 15 ans. M6. M6. Tu avais quel âge à l'époque? 15 ans. 15 ans. Voilà, donc j'ai dit c'est magique. On achète un appartement, on le loue, c'est 500 € qui nous rentrent dans la poche. Bon, maintenant c'est 1000 € à Paris, hein. C'est le même tarif. Donc j'ai dit, je vais faire ça. Je vais arrêter l'école pour faire ça. Donc ce que j'ai fait, j'ai arrêté l'école à 16 ans. J'ai arrêté le lycée. J'ai travaillé. J'ai fait un peu des business à droite à gauche de 16 ans à 18 ans parce que je ne pouvais pas travailler. Après de 18 ans, je suis rentré dans une entreprise où j'habite, où je gagnais 3000 € par mois. C'était pas mal. J'ai travaillé 2 ans. Après, j'ai arrêté de travailler. Et c'est là où j'ai acheté un appartement. Je suis allé voir un agent immobilier, je lui ai dit directement je vais acheter 3 appartements. Direct. Je veux faire comme Gilles. Je vais faire comme Gilles. Voilà, j'en ai acheté 3. Je ne savais pas qu'il y avait des actes de notaire, je ne savais pas qu'il y avait des crédits. Je vous dis, il est incroyable. Vous allez voir, c'est pas fini. L'investissement, intérimaire, CDI, C'est intérimaire, mais après j'étais au chômage. Donc j'ai jamais eu de CDI, j'ai jamais eu de CDD, jamais, là je viens de refuser une offre d'emploi dans une société où on me propose 35 000 € l'année. Donc
tu as toujours été intérimaire. Toujours été intérimaire. Donc, bah, Incroyable. Ou au chômage ou sans revenu. Sans rien, parce que j'avais pas 25 ans. Donc c'est la question justement que j'avais abordée tout à l'heure par rapport à la courtière bérengère. Voilà, comme quoi on peut être en CDD, on peut être faire de l'intérim, et ça a été un choix de ta part. Et ça, il y a des organismes bancaires qui l'ont totalement intégré dans leurs critères d'obtention des prêts. Et voilà, bah Steve, c'en est la preuve, comme quoi on peut être en intérim et investir dans l'immobilier. Et aujourd'hui, tu as combien de biens? J'en ai une dizaine. Donc j'en ai 9, j'ai 9 studios que je loue à l'année. Après j'ai 2 locales commerciales que je loue également. Un à moi-même parce que je possède plusieurs laveries automatiques que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Donc revenu automatique. Comme on dit, je me suis acheté les propres murs de ma laverie. Donc je me suis augmenté moi-même le loyer. Ah merci. Et voilà, avec l'augmentation de loyer, donc avant j'avais 300 € de loyer, je me suis monté à 600 €. J'avais 200 € de crédit, donc maintenant j'ai 400 € de bénéfices, entre guillemets, brut. Donc les 400 €, je les réinjecte dans le crédit, et ainsi de suite. Un effet boule de neige. Alors explique-nous comment tu as fait pour les trouver, parce que c'est ça, on est dans la prospection. Donc là, le premier studio que j'ai voulu acheter, donc 20 ans, j'arrive dans une agence, je vois une annonce, studio 60 000 €, bon bah ça m'intéresse. Je vais voir l'agent, je dis vous en avez pas 3. Il me dit non, c'est pas possible, j'en ai pas sous la main, mais si vous voulez, voilà. Donc je vais visiter le studio. Nickel, ça me convient. Je n'ai même pas demandé combien était la taxe foncière, combien c'était les charges, je ne savais rien. Donc j'ai dit je l'achète. Donc j'ai signé le compromis, mais je ne savais pas qu'il fallait aller voir les banques avant de signer le compromis, enfin se renseigner. Donc je signe le compromis, tout nickel, et après on me dit, le notaire me dit vous êtes à quelle banque? Donc du coup, je dis je suis à telle banque, mais je sais pas à quel taux j'emprunte. Il m'avait dit à quel taux vous empruntez, sur combien de temps. Donc, du coup je ne savais rien, j'ai dit laissez-moi du temps, je vais aller à la banque et je vais voir comment on procède. Et du coup, vu que j'avais travaillé 2 ans en intérim, j'avais mis 20 000 € de côté. Donc l'erreur bête que j'ai fait, c'est que j'ai mis les 20 000 € d'apport. Parce que j'étais inconscient, je ne connaissais rien, mis à part Gilles, mais à part une émission sur M6, il n'y avait rien d'autre. Donc j'ai perdu plus ou moins 20 000 €, donc j'ai fait un investissement sur 15 ans. Donc ça me faisait 300 € de crédit et je louais ça 500 €. Donc j'avais 200 € de bénéfice. Après j'ai dit c'est cool, j'ai mis une annonce, j'ai eu moins 30 appels dans la journée à 500 €. Donc j'ai dit pourquoi pas, j'en rachèterai pas un autre. Donc j'ai attendu, un autre s'est présenté. Donc c'est l'agent immobilier qui me l'a... Alors mode de prospection, agent immobilier pour toi. Voilà, c'est l'agent immobilier. Alors je vais reprendre le micro et je vais vous parler de l'agent immobilier encore. Félicitations pour toi. Donc, vous voyez, Steve a suivi un exemple, il n'a pas hésité à quitter l'école pour essayer de trouver des biens. C'est ce qu'il a fait aujourd'hui, à 27 ans, il a une quinzaine, tout va bien. Il commence bien, voilà. Alors oui, justement, je voulais parler encore des agents immobiliers, les fameux agents immobiliers. Je les ai à cœur parce que grâce à eux, j'ai quand même pas mal gagné d'argent également, mais en étant hyper correct, parce que là, maintenant, je vais vous expliquer tout le contraire de ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que je suis allé beaucoup plus souvent voir des agents immobiliers pour leur proposer un deal que faire plutôt du pixing, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire de l'espionnage et aller essayer de me présenter dans quelque chose qu'ils avaient prospecté pour détourner. Non. J'ai été voir les agents immobiliers et comme j'avais bien cogité mon système d'emprunt bancaire, etc., je savais combien tout me coûtait, j'ai été les voir, je leur ai dit la chose suivante. Je dis voilà, moi je suis décidé, j'étais tellement sûr de moi, d'investir dans votre coin à vous, est-ce que vous pouvez me trouver des biens immobiliers? Seulement, je n'ai pas de temps devant moi et je voudrais être le premier. Comment faire pour être le premier? Ils ne me connaissent pas, ils ont d'autres clients beaucoup plus privilégiés que moi. Comment faire? Eh bien, c'est très simple. Je leur ai dit, voilà, si vous me téléphonez en premier et que j'achète le bien, donc prenez 5 minutes de plus de votre temps, je vous donne 1 500 € par mandat de recherche, en plus de vos honoraires, à vous personnellement. Le but de la manœuvre, c'est de savoir combien vous coûte 1 500 €. Eh bien, sachez que 1 500 € empruntés sur 20 ans à 1,37%, ça vous coûte à peu près 7,10 € par mois. Et emprunté sur 20 ans à 1,85%, c'est-à-dire au total, au sommet, 7,80 €.
Vous allez perdre une affaire de 100 000 euros pour 7,80 €? Jamais. Et bien voilà, il m'appelait en premier, je pouvais visiter, le produit était déjà démarché et travaillé par eux, moyennant 1 500 € de plus, je pouvais l'avoir quand je voulais. J'étais le premier à visiter, donc le premier est décidé. Alors pourquoi cette parenthèse? Pour vous dire qu'il est important de savoir lâcher un peu du lest. Acheter un appartement, c'est ma conception, 90 000 € ou 100 000 €, pour moi c'est pareil. Parce que dans 15 ans ou dans 20 ans, il sera entièrement payé. Pas par moi, par le locataire. Donc ça ne mange pas de pain. Je peux l'acheter plus cher, de toute façon. Si le tableau d'amortissement, si l'investissement se tient entre le remboursement bancaire et le loyer, ça ne pose aucun problème. Parce que je suis toujours, moi, parti du principe, je ne suis pas là pour faire du bénéfice aujourd'hui. Car tout à l'heure, comme je vous l'ai dit, patience et temps. Je suis là pour faire du bénéfice plus tard, dans 15 ans. Parce que vous en êtes tous arrivés là aujourd'hui, vous attendez tous que vos appartements soient payés un jour. Et voilà, c'est le but ultime. Donc, qu'ils soient achetés 9 ou 10, du moment qu'ils s'autopayent, c'est pareil. Donc ça, c'est la première chose. Le but étant de prospecter pour trouver des biens, mais pas pour trouver un bien, pour trouver beaucoup de biens. Plus vous achèterez, plus vous mutualiserez le risque, et plus vous achèterez, plus vous serez riche plus tard, que ce soit aussi bien en capital qu'en revenus avec les loyers. La prospection, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, a l'avantage de pouvoir décider vous-même des endroits et des locaux que vous allez acheter, parce qu'il n'y a pas que les appartements. Vous pouvez aussi voir des boutiques qui sont vides et acheter des boutiques pour faire des changements de destination, à refaire des appartements en rez-de-chaussée. C'est possible également. Surtout aujourd'hui, encore beaucoup plus facile qu'avant, parce qu'avec le manque de logement, automatiquement, les mairies donnent souvent beaucoup plus facilement ce type d'accord. Et quand je dis beaucoup plus facilement, c'est à 90%. Donc, dans le mode de prospection, ne négligez pas également les boutiques, car elles sont visibles immédiatement. Et les commerçants à côté savent qui c'était qui était là avant. Donc, assez facile de trouver l'ancien propriétaire du bien. Qui a déjà investi dans des boutiques? Ici. Vous en êtes content? Que 2. Donc, tout le monde est en habitation. D'accord. Bien, il va falloir commencer à regarder les boutiques. Parce qu'il y a beaucoup de boutiques qui se vident. Aujourd'hui, le commerce marche moins bien. Et pourquoi pas, dans des endroits un peu éloignés des centres-villes, par exemple, il y a des boutiques qui sont à vendre beaucoup moins cher que les appartements en surface au mètre carré. 20 à 30% moins cher. Donc c'est bon à prendre, parce que ça vous permet de bénéficier, théoriquement, dès que tout sera fait, d'une rentabilité locative pour la boutique. Je vous ai parlé de quelques modes de prospection, mais il y en a encore beaucoup plus. Ce serait très long de faire un bilan général de tout, mais sachez que c'est le temps qui compte, c'est l'état d'esprit qui compte, et c'est ne pas avoir peur d'aller à la rencontre des gens et de discuter avec les gens. Ceci est intéressant parce qu'au fur et à mesure que vous allez prospecter, discuter avec le coiffeur, le boulanger, je suis désolé, je prends juste 30 secondes de votre temps entre deux pains. Est-ce que vous n'avez pas quelqu'un qui déménage dans le coin, etc. La prospection, pareil, les mairies, j'en ai parlé une fois, les ravalements, ils sont affichés à la mairie 2 mois avant. Donc 2 mois avant, vous avez déjà un listing d'immeubles qui vont être ravalés, qui vont coûter cher à certaines personnes qui voudraient peut-être bien vendre. En profiter pour vendre leur studio avant, pour ne pas payer le fameux ravalement. Hop, vous y allez directement, vous mettez des petits papiers dans les boîtes aux lettres partout. Un grand papier feuille A4 dans la cage d'escalier. J'achète un appartement dans votre immeuble, paiement comptant chez notaire. Tac, une punaise est terminée. Vous voyez ce qui se passe. Il ne faut pas hésiter. Plus vous allez prospecter, plus vous allez être sûr de vous, plus vous allez converser avec les gens, plus vous allez affiner votre langage, et plus vous aurez envie d'y aller. Parce qu'il y a des moments, ça fait peur d'aller frapper une porte, d'aller demander, vous voyez, quand on n'a pas l'habitude.
Donc, il va falloir avoir cette habitude. Au bout de 10, 15, 20 fois, vous allez voir, ça le fait tout seul. Voilà. Est-ce qu'il y a quelques questions en attendant? Ben voilà. Merci. Merci à toi Gilles. On va quand même prendre s'il y a 2 questions rapidement. Est-ce qu'il y a 2 questions? Allez. Il n'y a pas de listing ravalement. Je me suis peut-être mal exprimé si j'ai employé le mot listing. La mairie, quand vous faites un ravalement ou des travaux de changement de fenêtre, double vitrage même, vous êtes tenu de faire ce qu'on appelle une déclaration préalable de travaux. OK? Ou l'entreprise. Dont le syndic en fait une, l'entreprise également, parce qu'ils vont poser un achafaudage et il ne faut pas qu'il y ait de voitures sur les places de stationnement et puis dans la police surveille, etc. Donc il y a des règles administratives. Vous êtes donc tenu de faire une demande à la mairie qui est affichée pour ce que l'on appelle le recours des tiers. Pourquoi? Il peut y avoir un ravalement avec une surélévation, puis celui qui est en face, il n'a plus de vue. Donc il peut porter plainte ou dire non, je ne suis pas d'accord, moi vous me bouchez ma vue. Voilà, donc ça s'appelle le recours des tiers. Et ça, vous êtes complètement informé parce qu'il y a un tableau d'affichage à la mairie où il est marqué tous les ravalements ainsi que leur adresse et les syndics d'immeubles également qui procèdent donc au ravalement. Il n'y a plus qu'à aller à l'immeuble, puis à mettre ses petits papiers, à attendre, c'est vraiment la seule technique pour le ravalement et discuter avec le concierge, etc., les gens du coin. Tiens, il ravale à côté, vous ne savez pas s'il y a quelqu'un qui vend son appartement. Il se passe toujours quelque chose dans une rue. Deuxième question. Quelles sont des astuces pour se faire financer tout ça bien? Pour Se faire financer tous les biens. Alors, on n'en est pas là. On a aujourd'hui le cours sur la prospection. Je pense qu'il y a d'autres intervenants pour le financement. Non, cette Gaston après sur Internet. Voilà, on va laisser Gaston expliquer le financement. Excuse-moi, la question. Non, Gaston, c'est le Maroc. Bah, rapidement, Gilles, si tu peux y aller. Alors, rapidement, le financement. Le financement, c'est le nerf de la guerre. Vous le savez, on ne dort plus. Et vous riez, mais vous riez jaune, parce que vous l'avez tous vécu. Et le prêt refusé, et vous dites, ça y est, j'ai perdu 3 semaines. Ben oui, vous auriez pu le présenter ailleurs, vous ne l'avez pas fait, parce que vous avez voulu rester correct avec votre banque, dire je ne vais pas aller prospecter ailleurs. Et d'ailleurs, je vais vous donner toute une petite combine pour prospection, juste après la petite réponse rapide du financement. Le financement, c'est une question de dossier et d'explication avec votre banquier. Le financement doit être expliqué d'une manière simple, parce que vous avez en face de vous quelqu'un qui attend un client tous les quarts d'heure, il a 15 minutes pour prendre une décision. C'est votre banquier. Le financement doit être fait d'une manière logique, avec un dossier, avec des photos, avec une explication de situation d'immeuble et quels sont les risques qui sont liés à cette acquisition et surtout quels sont les risques que vous allez gommer. Par exemple, si vous voulez un financement à 100% et être sûr qu'il soit accepté, si vous apportez à votre banquier un contrat comme quoi votre appartement, déjà une évaluation locative par l'agent immobilier comme quoi il sera loué tant, et un contrat avec une société qui est signé au moins par vous, par elle, comme quoi qu'il arrive, quand il sera loué, il y aura une assurance loyer à payer, carence locative si vous n'arrivez pas à le louer, et détérioration s'il y a des travaux à faire. Le banquier ne prend plus aucun risque. Il est assuré que l'appartement sera loué à 100% toute l'année. Voici la réponse que je pouvais donner pour votre financement. Voilà. On te remercie. Merci pour ta prestation. D'accord. Vous pouvez l'applaudir. Voilà. Merci pour ton savoir. Merci pour tes connaissances. OK. Ton attitude, ton état d'esprit. Eh bien, merci. On continue, toujours. On continue. Tous ceux qui sont là, n'hésitez pas à continuer d'investir. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a besoin de plus en plus de logements. Ça tombe bien, vous êtes là pour ça.